on va faire un petit changement de programme, puisque Nicolas Bouzou, que nous remercions d'être présent, que vous connaissez tous, qui est économiste, essayiste, éditorialiste, que moi je vois régulièrement, c'est dans l'air en général, a accepté de faire une conférence et on va lui donner la parole tout de suite. Et Pierre Costa et moi-même ferons nos présentations après parce qu'il est pris par des environnements importants. Si vous permettez, pour faire la transition, vous voyez la deuxième transition, avec l'intervention de Nicolas, merci d'être là. Je pense que merci au Dr Le Guen de sa présentation. Il y a un point qui montre que finalement entre l'innovation médicale et le modèle économique, les deux sont en interaction très forte. Et qu'il faut avoir des incitations continues pour essayer de faire changer les pratiques et les données vers plus efficientes, et que nos acteurs, nos adhérents, nos professionnels, c'est le constat qu'on fait, je pense pas avec les collègues des autres fédérations de Montillon, ont parfaitement intégré ça. Et de plus en plus, voire avec des éléments de surréaction à la versatilité des pouvoirs publics. Et je prends un exemple de ça qui ne concerne pas le champ chirurgical, mais qui aurait pu le concerner. C'est l'histoire hallucinante de la tentative de fragilisation du modèle des hôpitaux de jour. Que heureusement le ministère a trop pédalé sur le sujet. Mais en fait, les équipes médicales commençaient à métaboliser un dispositif en fait, de retour à l'hospitalisation complète et avaient intégré que comme le ministère envoyait un message très anti-alternative à l'hospitalisation sur la médecine, et du coup il allait s'apprêter à le faire sur la chirurgie, et que du coup il fallait sans doute reconsidérer peut-être demain les stratégies de développement de la chirurgie ambulatoire. Donc pour faire la transition entre intervention peut-être celle de Nicolas, il y a vraiment un besoin de constance et aussi de confiance dans le discours des pouvoirs publics et la capacité à maintenir des incitations économiques dans la durée. Pour aller un peu dans le même sens, il y a actuellement le problème des hôtels hospitaliers qui est strictement identique, puisque nous, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, on a fait toute une étude prospective pour voir les tailles qu'on pouvait envisager et qu'on ne rentrera pas dans l'expérimentation car on n'a jamais voulu nous donner le tarif pour pouvoir monter un business plan, alors que tout le monde, et les médecins, moi j'avais été passé dans tous les services pour interroger les médecins, ils étaient tous partants, parce qu'ils avaient dit voir des gens qui restent dans des lits alors qu'on n'a rien à leur faire, on ne sait pas, c'est exactement le même sujet. Merci beaucoup en tout cas, le représentant de la FIAP d'être venu. Donc Nicolas Bouzou, nous vous donnons la parole pour la conférence. Alors je vous prie déjà de m'excuser pour les dérangements que je vous cause et les changements d'emploi du temps dont je suis à l'origine. Alors finalement, la transition que vous avez faite et qu'a fait David dit déjà beaucoup de choses, parce que en effet je considère que le principal problème du secteur de la santé aujourd'hui, c'est qu'on fait face à un très grand nombre d'innovations dans beaucoup de domaines, dans le domaine technologique, vous le voyez bien, dans le domaine de la chirurgie, mais dans le domaine de l'imagerie, la radiologie interventionnelle, dans le domaine des thérapies aussi, bien évidemment. On a aujourd'hui une vague d'innovation technologique extrêmement profonde. Et si on veut, et je pense qu'au fond ça devrait être un objectif politique essentiel, si ce n'est le principal dans le domaine de la santé, si on veut essayer de faire en sorte que tout le monde, que tous les Français puissent accéder à l'innovation, en effet, nous sommes obligés de changer le modèle économique de la santé. Et dans l'idée de modèle économique, c'est vraiment modèle économique au sens très large. C'est-à-dire qu'il va falloir ces années entreprendre des réformes, à la fois dans le domaine de l'organisation de l'ensemble de l'offre de soins, et puis il va falloir opérer des changements dans le domaine du financement. Donc voilà ce dont je vais vous parler de façon extrêmement synthétique. Alors, en prenant un point de départ qui va vous sembler peut-être trop général, mais qui me semble-t-il est quand même très explicatif pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le domaine de la santé. Et ce point de départ général est le suivant. Nous connaissons aujourd'hui dans le monde une très grande période de mutation technologique et économique, vous le savez, on en parle beaucoup, ce sont tous les sujets qui sont liés au numérique, à la robotique, aux biotechnologies bien évidemment, à l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus. Donc vous avez une vraie convergence de nouvelles technologies
qui tendent à modifier beaucoup de secteurs et à générer vraiment ce que les économistes appellent une période de destruction créatrice. Ce que les économistes veulent dire par là, c'est que dans ce type de période, vous avez beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent, donc beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouveaux services. Rendez-vous compte, on a seulement fêté les 10 ans de l'iPhone cette année. Même moi, c'est quelque chose dont très honnêtement, je n'avais pas conscience. J'avais vraiment l'impression que ça existait depuis plus longtemps. Et bien non, Steve Jobs a présenté le premier iPhone il y a tout juste 10 ans. On a fêté ça il y a quelques jours. Donc vous voyez bien que vous avez une accélération de la technologie, une accélération de la destruction créatrice, qui n'est pas un phénomène nouveau. En tout cas, on a déjà eu des précédents dans l'histoire. L'Antiquité a été une grande période de destruction créatrice, la Renaissance, très grande période de destruction créatrice, le 19e siècle, très grande période de destruction créatrice. Là où ça vous concerne peut-être plus directement, c'est que j'ai observé, enfin je ne suis pas le seul, un certain nombre d'historiens, je ne suis pas vraiment historien, mais on est un certain nombre à avoir observé que dans ces grandes périodes de mutation, vous aviez deux domaines qui changeaient encore plus que les autres. Et ces deux domaines sont d'une part le domaine des transports et d'autre part le domaine de la santé. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve véritablement, c'est un fait stylisé, si vous voulez, hein, qu'on retrouve vraiment de façon récurrente. Et si je voulais schématiser à outrance, je dirais que le siècle de Périclès, c'est le début de la mondialisation et le siècle d'Hippocrate. La Renaissance, c'est Ambroise Paré et puis Magellan. 19e siècle, c'est Pasteur, et puis les grands moyens de transport, le bateau à vapeur, le chemin de fer. Donc vous voyez que vous avez toujours, dans les grandes périodes de mutation technologique, ces deux dimensions qui sont d'une part une dimension spatiale, on essaie de se déplacer plus rapidement et on essaie d'aller plus loin, c'est les deux à la fois, et une dimension temporelle qui vous concerne vous très directement. On essaye, dans un temps biologique qui nous est donné, de gagner du temps, mais on essaie aussi de repousser les frontières biologiques. Alors ça, je dirais que c'est assez simple à comprendre et c'est même assez connu. Ce qui est peut-être moins connu, en tout cas, alors je ne veux pas du tout vous en faire le procès, mais ce que j'observe quand je m'exprime devant des professionnels de santé, ce qui somme toute arrive relativement régulièrement, c'est qu'ils ne savent pas forcément la chose suivante. Vous ne savez pas forcément que les entrepreneurs qui aujourd'hui sont à la base de cette grande période, de cette grande vague de destruction créatrice, qui d'ailleurs dans le monde sont assez localisés, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'ils ne sont pas en Europe, en tout cas ils y sont secondairement, et on les trouve essentiellement à l'ouest des États-Unis, en Californie, et à l'est de la Chine. Et quand vous écoutez ces entrepreneurs, et leurs ingénieurs d'ailleurs, ils ont l'obsession de la santé. Et du coup, ils investissent énormément. Ils investissent des sommes absolument colossales dans le domaine de la santé. Je vais vous donner trois exemples récents. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé cet été qu'il investissait 3 milliards de dollars dans sa fondation pour lutter contre les maladies, alors les maladies en général, mais avec un objectif qui va vous sembler ridicule, mais dont je pense quand même qu'il serait dangereux de le considérer comme étant complètement ridicule, cet objectif étant d'éradiquer la plupart des maladies à l'horizon de la fin du siècle. Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, a investi dans une entreprise qui s'appelle Grail, et cette entreprise, vous en avez sans doute entendu parler, parce qu'on a beaucoup entendu parler de ces dispositifs en France, c'est une entreprise qui veut commercialiser, vous savez, les analyses sanguines qui permettent de déceler des tumeurs cancéreuses. C'est d'ailleurs une entreprise qui, au passage, est en train de lever, pour vous donner une idée des ordres de grandeur en jeu, c'est une entreprise, donc c'est pas le secteur public, elle est en train de lever 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars pour une seule entreprise, pour la seule entreprise. Alors vous connaissez les problèmes budgétaires du système de santé en France, pour vous montrer quand même à quel point certains opérateurs aujourd'hui dans le monde sont en train de mettre de l'argent dans la santé. Alors ça n'est pas mettre de l'argent dans le système de santé au sens où on l'entend nous, c'est mettre de l'argent dans une entreprise qui appartient à ce secteur, mais enfin, in fine, tout ça quand même contribue à modifier le système de santé. Microsoft, et puis je vais m'arrêter, je vous donnerai un dernier exemple. Microsoft a annoncé son plan stratégique pour ces prochaines années, et la priorité de son plan stratégique, c'est fournir des outils d'analyse et de lutte contre le cancer.
c'est désormais la priorité de Microsoft, c'est la lutte contre le cancer. Dernier exemple très récent qui est très spectaculaire aussi, Elon Musk, qui est sans doute le plus grand entrepreneur dans le monde aujourd'hui, qui a créé des entreprises très importantes dans des secteurs qui étaient des secteurs extrêmement conservateurs. Je pense en particulier au secteur de l'automobile. Vous avez entendu parler de Tesla. Mais Tesla, c'est la première réussite de création d'entreprises automobiles depuis 100 ans. Il n'y en avait pas eu depuis 100 ans. Et Elon Musk vient de créer une entreprise qui s'appelle Neuralink, dont l'objet est de nous fournir des capteurs cérébraux pour augmenter notre niveau d'intelligence. Mais avant d'augmenter notre niveau d'intelligence, vous avez des applications extrêmement concrètes pour les maladies neurodégénératives. Donc, vous voyez que vous avez vraiment un appétit pour investir dans le système de santé qui est très important. Et mon pronostic, si vous voulez, qui est sans doute assez différent du vôtre, parce que vous connaissez votre sujet, alors que moi je le connais mal, mais vous allez voir que peut-être ça peut me donner aussi une sorte d'avantage. Vous trouvez sans doute tout cela ridicule. Moi je suggère quand même de faire très attention, parce que les gens qui ont ce type de projet ont déjà mis en œuvre ce type de projet dans d'autres secteurs, des secteurs aussi étonnants, aussi compliqués que le secteur de la santé, et en général, ils réussissent. Je vous prends un exemple qui est très éloigné du vôtre, mais quand Elon Musk, il y a 10 ans, a annoncé qu'il crée une entreprise de lanceurs spatiaux, entreprise qui aujourd'hui s'appelle SpaceX, tout le monde en Europe, et je peux en être témoin, mais tout le monde a ri. Tout le monde l'a traité avec un très grand mépris. Aujourd'hui, cette entreprise, elle est en passe de devenir beaucoup plus grosse qu'Ariane. Et elle a pris une avance technologique très spectaculaire sur Ariane, puisque, pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est pas le cœur de notre sujet, mais ça peut montrer quand même à quel point les choses peuvent évoluer vite dans le domaine de la santé, à quel point vous pouvez avoir des révolutions dans le domaine de la santé. Vous savez que le grand problème des lanceurs spatiaux, et en particulier d'Ariane, c'est que quand vous envoyez des satellites, vos satellites sont accrochés à votre lanceur, vous envoyez votre lanceur, les satellites se détachent du lanceur, mais que fait le lanceur? Que fait la fusée? Ben rien. Elle est perdue. Elle reste dans l'espace. Elon Musk a inventé le lanceur qui revient sur Terre. Et ça, je peux vous dire que Ariane ne l'avait pas du tout vu venir. Et donc, du coup, vous avez une baisse des coûts de production qui est absolument extraordinaire. Imaginez, quand vous prenez l'avion, imaginez le prix du billet si on ne réutilisait jamais l'avion, si l'avion restait à l'aéroport de destination. Donc, méfions-nous quand même de ce type de dirigeants d'entreprise, parce que peut-être que le fait de vous dire on va, si ce n'est régler, en tout cas régler une partie de la question du cancer d'ici 10 ans, où on va arriver à éradiquer un très grand nombre de maladies d'ici 2100, bien évidemment je comprends que ça puisse vous sembler absurde. N'oubliez pas qu'ils ont déjà fait le coup dans de nombreux secteurs. Voilà. Et que ceux à qui ça semblait absurde en ont été pour leurs frais. Donc je pense qu'on va avoir une transformation extrêmement profonde des technologies de la santé ces prochaines années. Alors ça a déjà commencé, vous le voyez vous-même, ça a déjà commencé dans le domaine de la robotique, dans le domaine de l'industrie. Moi je travaille beaucoup sur l'économie du cancer. Bon, on voit bien dans le cancer aujourd'hui, tous les cancérologues me disent, je leur demande toujours, mais me confirment le fait qu'il y a quand même quelque chose qui s'apparente à une révolution thérapeutique. On fait quand même des progrès qui sont très spectaculaires, l'immunothérapie étant sans doute l'un des aspects les plus spectaculaires du moment. Donc on voit bien que les choses changent. Alors pour reprendre ce que disait David en introduction et auquel je souscris complètement, qu'est-ce que ça change pour vous? Ça change un peu tout, parce que ça change le modèle économique de la santé au fond. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, je le disais en introduction, c'est comment faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ces innovations. Parce que le problème de l'innovation, notamment dans le domaine thérapeutique, c'est qu'au début, ça coûte cher. Au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on produit, les coûts et donc les prix diminuent. Mais au début, ça coûte cher. Et la difficulté spécifique au système de santé, c'est que nous avons un objectif qui n'est pas simplement un objectif d'innovation ou un objectif de performance économique, mais nous avons un objectif d'équité, qui est tout simplement là notre contrat social, qui est le contrat social européen. L'idée du contrat social européen, c'est de dire
tout le monde, en France, quelle que soit sa position sociale, quelle que soit sa position géographique, tout le monde doit pouvoir accéder à peu près aux mêmes soins. À peu près. C'est ce que les philosophes appellent un idéal régulateur. C'est pas quelque chose qu'on peut évidemment obtenir de façon pure et parfaite, mais ça reste quand même l'objectif de notre contrat social. Et là, comprenez bien que vous, moi aussi, mais moi en tant que commentateur extérieur, mais vous êtes au cœur, je crois, du défi qui est probablement le défi politique le plus important pour ces 10 ou 15 prochaines années. Beaucoup plus complexe et important que le défi des retraites, par exemple. Parce que la question des retraites, pardonnez-moi de vous le dire, mais est assez simple intellectuellement et techniquement. On voit bien qu'il faut que les gens cotisent plus longtemps avec des systèmes qui seront des systèmes un peu plus flexibles où chacun pourra choisir à la carte. C'est grosso modo la réforme que le président de la République veut opérer assez rapidement, d'ailleurs je crois dès l'année 2018. Mais il a tout à fait raison, c'est une bonne réforme. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas extrêmement compliqué. La question de la santé, la question de l'accès à l'innovation, elle est compliquée. Elle est compliquée du point de vue politique, parce que les gens sont très sensibles à ça. Et si je voulais faire un peu de mauvais esprit et nous ramener à des mauvais souvenirs, période politique de janvier-février, au fond, c'est un peu de mauvais esprit, mais pas que. Les problèmes de François Fillon ont commencé quand il a commencé à parler de la santé. Parce que dès qu'il a commencé à évoquer une question qui était une question sans doute qu'il avait mal abordée, mais néanmoins, je vais le défendre, qui était une question légitime. Enfin, dans un pays comme la France, on a quand même le droit de poser la question de la répartition entre les complémentaires santé et l'assurance maladie. Sinon, c'est que le débat public est bloqué à un point qui est absolument inimaginable et qui, à mon sens, n'est pas acceptable. Donc on est quand même en droit d'amener ce type de débat sur le terrain public, dans la lumière. Et on voit bien que, et je peux comprendre ça aussi, mais on voit bien que les positions se sont braquées, qu'il a dû rétropédaler. Donc vous voyez que la question de la santé, elle est difficile politiquement. Mais elle est aussi difficile intellectuellement, à la différence des retraites. Elle est difficile intellectuellement parce que on mélange l'équité, l'efficacité. Ces technologies, elles coûtent cher, on ne les connaît pas encore bien, on ne sait pas. Aujourd'hui, on se dit que certaines sont les plus efficaces, sont plus efficaces que d'autres, mais à l'horizon de 10 ou 15 ans, on n'en sait rien, c'est très difficile à savoir. Du coup, le débat a tendance à se braquer sur quelques points, mais qui ne sont pas forcément les plus importants, ou en tout cas qui sont insuffisants. Je vous donne un exemple. La négociation, alors vous en tant que chirurgien, ça ne vous concerne pas directement, mais je le cite parce que ça fait tellement partie du sujet de la santé. Les négociations de prix avec les laboratoires pharmaceutiques. C'est un sujet très important, bien évidemment, et on comprend parfaitement que les pouvoirs publics essaient de négocier les prix les plus faibles possibles, et on comprend parfaitement que les pouvoirs publics aient l'impression que les laboratoires pharmaceutiques réalisent trop de profits, etc. Je peux parfaitement comprendre tout ça, et il y a sans doute des excès des deux côtés. Simplement, il faut bien comprendre que se focaliser sur ce sujet est quelque chose qui est complètement insuffisant, parce que, et là on en arrive vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, si on veut pouvoir absorber le coût de l'innovation, il va falloir faire en sorte, et devant vous, je vais dire quelque chose de désagréable et je vais employer des gros mots, il va falloir faire en sorte que le système de santé réalise des gains de productivité extrêmement importants. Des gains de productivité extrêmement importants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire qu'on fait plus, ça ne veut pas forcément dire que les chirurgiens vont devoir opérer plus. C'est pas ça le sujet. Ça veut dire que chaque offreur de soins va devoir travailler de façon cohérente avec son niveau de qualification et son niveau de rémunération. Ça veut dire, je vous le dis comme je le pense, je milite pour ça depuis plusieurs années, ça veut dire que sur une question qui est en train de revenir dans le débat de façon d'ailleurs forte à propos, question comme celle de la vaccination, je considère que ça n'est pas aux médecins généralistes d'effectuer la plupart des vaccinations dans un pays comme le nôtre. Parce que les médecins généralistes sont formés pour réaliser des tâches qui sont des tâches à plus forte valeur ajoutée qu'une vaccination. Donc il faut absolument que nous trouvions les moyens de faire en sorte que ce type de tâche soit réalisé par d'autres personnels que les médecins généralistes. Vous voyez, c'est ça, l'idée d'augmenter la productivité, c'est faire en sorte que chacun, justement, soit à son bon niveau de productivité. Alors, vous voyez, en principe, là où je veux en venir, c'est que l'hôpital n'est pas du tout à son bon niveau de productivité. Je ne sais pas si vous le voyez encore de l'intérieur, enfin, il suffit de faire une visite
rapide aux urgences en tant que parent de jeunes enfants, pour bien voir que le dysfonctionnement, il est majeur. Il est colossal. C'est un gouffre financier. On tire la productivité de l'hôpital vers le bas, parce que, bien évidemment, la dernière fois que j'y suis allé pour ma fille qui s'était cassé le poignet, j'ai bien vu que beaucoup de gens, visiblement, n'avaient rien à faire. Que la majeure partie des gens, pardonnez-moi, n'avaient absolument rien à faire dans un service d'urgence à l'hôpital. Ou alors, vraiment, ils avaient une capacité à masquer leur pathologie qui était extraordinaire. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Et donc, il faut absolument, vous savez, on dit souvent, et on a eu beaucoup ces débats pendant la campagne présidentielle, on dit beaucoup, il faut redonner de l'argent à l'hôpital, il faut davantage de personnel dans l'hôpital. Peut-être, mais je vais vous suggérer une provocation. Moi, je pense surtout qu'il faut décharger l'hôpital. Ce qui reviendra exactement au même. Moi, je veux bien qu'on remette de l'argent à l'hôpital, mais je ne vais pas vous mentir, je suis un économiste de formation. De l'argent public, vous savez, on n'en a pas beaucoup. Parce que tout le monde a besoin d'argent public et il y en a de moins en moins. Et tout le monde en a besoin. Et tout le monde a de bonnes raisons de récupérer de l'argent public. Donc même si on redonne un peu d'argent à l'hôpital, de toute façon ce sera marginal. Au mieux ce sera marginal. En revanche, nous avons une autre voie, c'est faire en sorte que les personnels hospitaliers ne soient pas débordés par des tâches qui ne sont pas celles pour lesquelles ils ont été formés. Raison pour laquelle je suis très favorable à ce que l'on ait un plan de développement extrêmement offensif de la médecine de ville, avec des maisons de santé ouvertes 24 heures sur 24. Raison pour laquelle je suis très favorable, et là on est encore plus au cœur du sujet, puisque dans le titre de votre journée, vous avez mis le terme territoire, je suis très favorable à la e-santé, à la médecine à distance. Et là, je crois qu'on a une piste qui est extrêmement intéressante et prometteuse. Je me réfère à un livre qui m'a beaucoup marqué ces derniers mois, qui a été publié par un économiste suisse qui s'appelle Richard Baldwin. Le livre s'appelle, alors il n'a pas été traduit en français malheureusement, mais le livre s'appelle The Great Convergence. Et ce qu'explique Richard Baldwin, c'est que dans l'histoire, et j'ai beaucoup pensé à vous en lisant ce livre, il explique que dans l'histoire, on a connu 3 grandes périodes de mondialisation. Une période de mondialisation à partir du 19e siècle, mais en tout cas qui s'est beaucoup approfondie au 19e siècle, qui était la période où on mondialisait les échanges de biens industriels, les vêtements, etc. Donc, ça, c'est la mondialisation du 19e et du 20e siècle. Depuis la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, on a une mondialisation des connaissances. Mondialisation des connaissances, les étudiants voyagent dans le monde entier, les grandes entreprises investissent dans le monde entier, et donc, vous avez une mondialisation des connaissances. Et le 3e âge de la mondialisation, celui dans lequel nous entrons, c'est la mondialisation des personnes. La mondialisation des personnes, ça ne veut pas forcément dire qu'on va voyager en permanence, parce qu'il y a une impossibilité physique à voyager, et puis c'est très fatigant, j'en sais quelque chose. C'est des choses les plus épuisantes dans la vie, mais vous commencez à aller un petit peu loin. Mais les outils technologiques vont nous permettre de mondialiser les personnes. Et je crois qu'il y a eu quelques expériences de chirurgie à distance. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est extrêmement marginal, bien évidemment. Mais je pense que, puisque l'exercice que l'on me demande souvent de faire, c'est de se projeter dans l'avenir, je crois très sincèrement qu'à l'horizon de 10 ou 15 ans, ce sont des choses qui vont considérablement se développer. De la même façon que la médecine à distance, pour des pathologies qui sont des pathologies bénignes, mais est quelque chose qui va considérablement se développer. Et d'ailleurs, en réalité, et là je vais être très désagréable avec le corps médical, puisque l'amitié c'est de se dire les choses. Le corps médical résiste souvent, par corporatisme, permettez-moi de vous le dire, à un certain nombre de ces innovations. Mais souvent, moi, quand j'ai un problème bénin, j'appelle un de mes amis médecins qui me fait de la télémédecine et qui me dit qu'en fait ça marche parfaitement bien. Évidemment pas quand j'ai quelque chose de sérieux, mais quand j'ai un rhume, quand j'ai un tout petit peu mal au ventre, quelque chose de cet ordre-là, ce qui, quand on regarde les statistiques concernant les gens de mon âge, ça concerne quand même l'essentiel, je sais pas que ça va... Voilà, je suis très hypochondriaque, enfin bon. Mais en tout cas, bon, c'est depuis 10 ans, quand je consulte un médecin, c'est en général pour des rhinopharyngites, des choses comme ça. Alors, je sais bien qu'il y a cet argument qu'on avait d'ailleurs opposé dans le débat petit risque ou gros risque. On avait d'ailleurs opposé à ceux qui, comme moi, promeuvent l'innovation
et qui même n'étaient pas plus choqués que ça quand on essayait de distinguer les petits risques et les grands risques. Je sais que ça avait beaucoup choqué chez les médecins, parce qu'il y a l'argument des médecins qui consiste de dire oui, mais attention, il n'y a pas de frontière entre le petit risque et le gros risque. Le petit risque peut se transformer en gros risque. Et donc, il ne faut pas distinguer ça du point de vue de l'assurance, mais le problème de la télémédecine, c'est qu'on a aussi besoin de voir les gens pour être sûr qu'un petit risque ne va pas se transformer en gros risque. Je comprends parfaitement l'argument du point de vue intellectuel. J'en comprends parfaitement la force logique. Cela dit, quand vous étudiez l'effet de médicaments, quand vous étudiez les pathologies, merci, vous me voyez venir, vous étudiez, comme on l'a fait, des statistiques. Évidemment. Eh bien, je voudrais, en tant qu'économiste, voir les statistiques. Voir quel est le nombre de rhumes qui se transforment en pneumonie et en décès. Voilà. Oui, je vous vois hocher la tête. Non, mais, bah oui, parce que... Non, mais que ce soit possible, je l'entends bien. Mais bon, vous êtes dans la vie, malheureusement, une centaine de causes de mort possibles par jour. Donc, et néanmoins, on vit en faisant des arbitrages. Non, ce que je veux dire par là, je vous provoque un petit peu, bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même un enjeu derrière ça. Cet enjeu, c'est de faire en sorte que le système de santé, il reste le plus équitable pour tout le monde. Parce que si on ne fait pas ça, en revanche, je peux vous dire avec quasi certitude ce qui se passera, on aura vraiment, mais vraiment, deux systèmes de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas deux systèmes de santé. On a des gens à l'intérieur du système de santé qui ont, c'est votre cas, c'est le mien, qui ont une meilleure information que les autres et qui donc peuvent aller directement voir le bon hôpital, le bon médecin, etc. Donc ça existe déjà. Mais ça, c'est à l'intérieur du système de santé. Bon. Sûr que quand ma mère a été malade, j'ai appelé David ou je ne sais plus qui et j'ai demandé de... voilà. Bon, très bien. Je ne suis pas sûr qu'on pourra éviter ça. Même du point de vue philosophique, je ne suis pas sûr que ce soit si choquant que ça. Je pense qu'il ne faut pas exagérer. Mais avec ces innovations, ce qui risque de se passer, c'est pas ça. C'est pas qu'il y ait des niveaux d'information différents à l'intérieur du système de santé. C'est qu'il y ait plusieurs systèmes de santé. C'est que Elon Musk, Mark Zuckerberg ou nos amis de Google créent des entreprises avec des dispositifs à distance, en partenariat avec des compagnies d'assurance, qui vont faire en sorte que si vous avez un peu d'argent, vous passerez en dehors du système de santé. Et là, vous aurez quelque chose qui sera fondamentalement injuste, parfaitement inégal, parce que vous allez avoir des gens qui vont financer le système de santé par des cotisations sociales, par la CSG de plus en plus aussi par des impôts, et qui du coup bénéficieront d'un système qui sera un système entrée de gamme, alors que les autres bénéficieront d'un autre système qui sera haut de gamme. Donc vous voyez que ce sujet quand même est un sujet qui n'est pas théorique, raison pour laquelle je pense que vraiment il faut qu'on réintroduise, et là aussi c'est ce que disait David en introduction, il faut vraiment qu'on réintroduise de la liberté et de la confiance et de la flexibilité dans le système pour qu'on puisse expérimenter. Ce que vous avez dit là sur le fait que vous sortiez d'une expérimentation sur, je ne me souviens plus du sujet, sur l'hôtel hospitalier, mais me rend malade pour le coup. Je trouve que mais on est fou, quoi. C'est incroyable. Donc vous voyez, ça, il faut absolument, vous et moi, qu'on fasse cette pédagogie de la confiance, de l'expérimentation, notamment au niveau territorial. On a construit le système de santé en France de façon déconcentrée. Moi, je préfère la décentralisation à la déconcentration parce que j'aime bien l'expérimentation et je ne pense pas que la décentralisation soit l'ennemi de l'équité. Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que ce soit parce que des territoires font des choses différentes que, in fine, vous ne donnez pas les meilleures chances à tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou, d'être venu nous donner votre avis. Est-ce que vous avez, avant qu'il soit obligé de partir, une ou deux questions à lui poser? Y a-t-il... Oui, alors. Monsieur, bonsoir. Oui, bonjour, Marc Verrier. Je m'interroge un petit peu sur c'est un petit équilibre un petit peu difficile à faire. D'un côté, on va accroître les maisons de santé, puis de l'autre côté, on va accroître la consultation, la e-consultation. Est-ce que c'est pas, de point de vue, qui sont un petit peu difficile, un petit peu articulé? C'est-à-dire soit on fait les maisons, pas soit d'ailleurs, mais au fur et à mesure que l'on crée de l'e-consultation, le besoin en maison de santé va un petit peu fondre. Parce qu'on peut consulter, ma foi, beaucoup de gens à travers le monde, qui soient accessibles à des fuseaux horaires et disponibles pour faire cette consultation. Je
Non, mais je comprends parfaitement votre interrogation qui est évidemment complètement légitime. Honnêtement, je crois pas, parce que quand vous regardez, alors là je reprends vraiment ma casquette d'économiste, quand vous regardez quand vous regardez la durée de consultation aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de jours avant de pouvoir voir un médecin, vous vous rendez compte que qu'est-ce que ça veut dire du point de vue économique? Ça veut dire qu'on est dans un domaine dans lequel la demande est très 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 supérieure à l'offre. C'est ça le sujet. C'est que la demande est très supérieure à l'offre. L'autre jour, je faisais une intervention sur un sujet qui n'est pas du tout le vôtre, celui de la santé visuelle. Et j'avais un ophtalmologiste absolument charmant qui me disait, mais moi, ça me rassure d'avoir des délais d'attente dans mon cabinet qui sont supérieurs à 6 mois. Je comprends très bien, mais en même temps, si vos délais d'attente étaient de 15 jours ou d'un mois, vous auriez très exactement le même revenu. Donc, la différence, c'est que vos patients seraient satisfaits. Vous voyez, je comprends dans sa logique, je comprends parfaitement ce qu'il voulait dire. Simplement, ça n'a pas de sens du point de vue économique. Et donc, pour répondre à votre interrogation, alors, il faudrait pousser les investigations beaucoup plus loin, très honnêtement, mais il me semble qu'il y a de la place, à la fois pour la e-consultation et pour les maisons de santé, d'autant plus, me semble-t-il, que ça n'est pas tout à fait le même type de destination. Je pense qu'il faut remettre ça dans le parcours de soins, vraiment dans l'idée du parcours de soins, et on peut imaginer quelque chose du type, sur des pathologies qui semblent bénignes, en effet, on peut faire une e-consultation, et s'il n'y a pas d'amélioration des symptômes au bout de 24 heures, c'est la maison de santé. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même l'idée derrière ça du parcours de soins. Donc ça, votre remarque, je l'entends, elle m'inquiète pas plus que ça. En fait, je vous posais la question parce que je voulais vous amener sur le transfert de tâches. Ouais. C'est-à-dire qu'entre l'e-consultation et bien sûr le de consultation, très clairement, vous venez d'exposer aujourd'hui en ophtalmo, ça nous a été démontré très brillant tout à l'heure. La problématique, c'est le transfert de tâches pour que les gens, vous nous l'avez précisé également vous-même, pour que les acteurs soient exactement au niveau de leurs compétences et pas sur des tâches qui ne sont pas vraiment nécessaires. Aujourd'hui, un médecin généraliste est payé à l'acte. Très clairement, il faut qu'il voit un patient tous les quarts d'heure pour assurer. Donc on est d'accord. Henri Gaudin. Monsieur, pardon. Merci monsieur, je voudrais vous dire, vous parliez du corporatisme, mais ce n'était pas une insulte. Non, mais c'était pour... je suis là comme témoin. Je suis le pur produit du système hospitalier universitaire. Je me suis tapé 2 agrégations en médecine légale et en chirurgie orthopédique. J'ai passé, quand j'étais petit, 10 CES, j'ai un impact factor qui est quand même à 22 et mes points SIGAPS sont pas mal. Donc vous voyez, je suis et en plus je suis un ancien doyen, donc vraiment dans le cadre, si vous voulez, je crois que vous avez mis le doigt sur quelque chose effectivement, mais il ne faut pas en faire à contrario, si vous voulez, une sorte d'épithèse pour mettre en jeu toutes les réformes qui ont été faites, parce que même à mon âge on continue d'évoluer. Je revois mes maîtres, le professeur Vielpo, qui était professeur d'orthopédie, mais tout le monde évolue, vous voyez, et puis la démonstration que vous avez faite est tout à fait brillante, nonobstant, parce qu'il y a quand même... voilà. Quand vous dites, pour les vaccinations, effectivement, c'est plus les médecins généralistes. Bon, ici, il y a assez peu de médecins généralistes, donc finalement, vous avez un public, on est tout à fait d'accord. Mais je vous déconseille de dire ça devant une assemblée générale de médecins généralistes, parce que vous allez être pendu. Non, mais encore une fois, je n'ai absolument aucune acrimonie vis-à-vis des médecins généralistes. Ça, c'est un point. Le deuxième point, parce qu'on parlait de délégation de tâches, c'est un sémanthème qui vient d'être repris par notre collègue. En fait, c'est la délégation des compétences. Et cette délégation des compétences, si on veut bien s'y pencher, la réglementation, l'ancienne loi HPST, alors je me tourne vers les administratifs, je crois que c'était l'article 52, et puis dans la dernière loi de 2016, c'est passé au 54, mais c'est prévu. C'est prévu. Et alors là, moi j'ai entendu cette communication de notre collègue, de votre collègue de Rothschild, où finalement, parce que c'est un secteur, il faut le dire, libéral et privé, c'est pas du droit public, c'est du droit privé, les salaires de marché très très bien. Et chez nous, dans les CHU, je peux vous dire que ça pose toujours d'immenses problèmes. Enfin, je vois mes collègues du CHU qui sourient un petit peu, mais enfin, parce que ça on le vit tous les jours. En tous les cas, la question moi, que je voulais vous poser, en dehors
de l'histoire que vous nous avez narrée sur les 3 révolutions. Et effectivement, la dernière révolution et la plus importante, c'est la révolution des personnes. Mais comment faire activer? Alors j'ai posé la question dans la première partie, on m'a dit il faut marcher ensemble et frapper en même temps. Bon, pour l'archéo-cerveau d'un chirurgien orthopédiste moyen, c'est un peu compliqué à comprendre, mais j'irai vous voir parce que vous allez me faire une déclinaison sur les travaux pratiques de cette... Mais comment faire avancer les choses pour en revenir, si vous voulez, sur les enjeux de la chirurgie, au sein des territoires? J'aurais tendance à vous poser la question, 2 mots-clés pour faire avancer les choses. De la part d'un économiste. Mais il me semble que ça doit vraiment venir de vous. C'est-à-dire que moi je pense que les meilleurs... Le problème de la France, c'est qu'on fait souvent des réformes qui viennent d'en haut. Et vous avez cité la loi HPST, c'est vrai que les protocoles de coopération qui permettent des délégations de tâches, ils sont inclus dans la loi HPST. Je crois, alors je ne suis pas du tout spécialiste de ça, je crois qu'on en fait un peu dans le domaine de la santé visuelle justement, mais en réalité très peu. Je crois qu'il y a une seule région, c'est Pays de la Loire, qui a dû activer ça, enfin à vérifier, mais parce que le système a été pensé d'en haut, et donc il est extrêmement, d'après ce qu'on m'a dit, il est complexe, il est rigide, ou en tout cas il est perçu comme tel, et donc peu de gens s'en servent. Moi je pense qu'il faut vraiment que les propositions de réforme, que les propositions de changement, ça vienne de vous. Je pense que c'est beaucoup mieux si ça vient de vous. Parce que si ça vient de gens comme moi, ce sera imprécis, et si ça vient de l'État, ce sera mal fait, et ce sera trop rigide. Et c'est pour ça que j'évoquais la question du corporatisme, mais dans son sens négatif, parce que ça peut être très positif, les corporations, ça peut être très positif, c'est un gage de qualité, bon, mais ça peut être négatif, parce que ça peut geler parfois, contribuer à geler les évolutions. Vous avez vous-même cité les médecins généralistes, je l'ai dit, je leur dirais quand même, tant pis, je courrais plus vite qu'eux, mais voilà, je crois que c'est vous qui connaissez les technologies, c'est vous qui connaissez la façon dont évolue le métier, et je crois aussi qu'il y a quand même des gens qu'on n'a pas assez écoutés ces 10 dernières années dans le domaine de la santé. C'est ce que dans mon langage on appelle les consommateurs et que vous appelez vous les patients, mais en réalité c'est la même chose. Une entreprise, elle essaie d'écouter ses clients. Les ayants droit. Voilà, les ayants droit, c'est de pire en pire. Une entreprise, elle essaie d'écouter ses clients. Elle ne fait pas tout ce que les clients, parce que parfois ils peuvent se tromper. Bien évidemment, elle essaie de les écouter. Moi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup écouté les patients sur les questions là, dont on parle. Voilà, d'hôtellerie, d'hébergement, d'ambulatoire, l'expérience des 23 heures qui m'a passionné là, tout à l'heure. Je pense que c'est peut-être très intéressant aussi de mettre quand même les patients dans la boucle, parce qu'ils ont sans doute des choses très intéressantes aussi à dire. Eh bien, merci beaucoup. Je suis obligé de vous quitter, je suis mal élevé jusqu'au bout. Merci beaucoup, Nicolas Bouzou. Et d'ailleurs, pour